Salut tout le monde, on se retrouve au potager, cette matinée de début juillet, grand beau temps, grand soleil, pour parler de choses qui fâchent et qui font peur. J'ai nommé les maladies cryptogamiques, donc en particulier le mildiou et l'oïdium. Donc c'est parti. Donc voilà, le mot est lâché, cryptogamique. On en entend parler, des dizaines de vidéos très bien faites à ce sujet. Moi j'ai décidé de faire la mienne pour justement vous parler de mon approche à ce niveau-là. J'ai essayé de mettre en place une petite routine pour justement éviter au maximum de perdre des plants ou de limiter les récoltes à cause justement de ces deux gros problèmes. J'ai nommé le mildiou et l'oïdium. Donc cryptogamique, champignons. Ces maladies donc, sont toutes deux dues à deux champignons différents qui ont toutes deux besoin de conditions assez différentes et qui touchent différents plants. Pour bien mettre en place une routine, il faut comprendre comment les deux champignons fonctionnent. Le mildiou que tout le monde connaît, qui touche plus particulièrement les solanacées, particulièrement les tomates. Lui, c'est simple, il a besoin de beaucoup d'humidité et d'un petit peu de chaleur. En gros, forte rosée, grosse pluie orageuse. Dès que l'air ambiant est saturé en humidité, et que la température est entre 10 et 25 degrés, il aura tendance à se développer et à se propager. Dès que vous dépassez les 25 degrés, il va se remettre en dormance. Donc ça c'est bon pour nous, dès qu'il fait un peu plus chaud, ça va éviter les catastrophes. Mais en théorie, il suffit de 2 heures d'humidité sur une feuille. Bon là c'est un poivron, donc c'est pas très parlant, mais sur une feuille de tomate, 2 heures de grosse humidité, donc une grosse rosée, une température de 20 degrés, et le mildiou peut commencer à se développer. Que le mildiou se développe, c'est une chose, mais qu'il se propage, c'en est une autre. Comme je l'ai dit, c'est une maladie cryptogamique, donc un champignon. Un champignon, ça crée des spores, des toutes petites particules très fines, qui, avec un coup de vent ou par contact, vont aller se propager. Donc c'est une propagation dite rayonnante, donc il y a un foyer sur un pied, à la base d'un pied par exemple, et il suffit d'un coup de vent ou d'un contact humain pour aller le propager sur un autre pied et ainsi de suite. Il suffit que votre autre pied soit lui aussi humide et c'est parti, c'est la cata et vous pouvez tout détruire. Concernant l'oïdium, c'est un peu différent. Lui, il va toucher plus les courges, courgettes, potirons, potimarrons et concombres. Lui, c'est moins catastrophique. C'est essentiellement, on va dire, esthétique au départ. C'est vrai que c'est pas beau. Ça fait une espèce de gros dépôt blanc sur les grosses feuilles qui, quand elles sont vertes, elles sont magnifiques. Mais dès qu'on voit ça, c'est moins esthétique. Ça touchera pas le fruit, contrairement au mildiou qui, lui, peut toucher la tomate elle-même. Le mildiou peut toucher le pied, la feuille et la tomate, alors que l'oïdium, lui, a tendance à ne touche que les feuilles. C'est la même chose, cryptogamique, donc des spores qui, par contact ou par dispersion, vont aller contaminer les autres pieds. Et lui, il a plus besoin d'une alternance pluie-soleil, pluie-soleil. Et niveau température, c'est sensiblement la même chose. Et il va aller toucher les feuilles et se propager. Et il est moins destructeur que le mildiou. Donc ça c'est déjà une bonne nouvelle. Donc il y a deux approches qui vont être complémentaires. Il y a l'approche préventive et l'approche curative. Si vous arrivez au curatif, c'est souvent déjà un peu trop tard. L'approche des traitements préventifs,
C'est en gros d'anticiper, de se dire je ne veux pas de ces maladies, ou alors s'il y a un pied qui est touché, il ne faudra pas qu'il aille toucher les autres pieds, donc je vais tout faire pour que justement ces propagations ou ces contaminations n'interviennent pas. Donc pour les tomates, ce qu'on va faire, c'est tout simple. C'est comme je l'ai dit, c'est des champignons qui se contaminent par dispersion à partir d'un foyer. Donc déjà, le principe, c'est que les tomates ne se touchent pas entre elles. Donc on va pratiquer un premier effeuillage. Les spores ont tendance à rester en dormance tout l'hiver dans le sol. Donc même quand vous n'avez pas potentiellement eu de gros foyers l'année d'avant, il se peut que le mildiou soit déjà présent dans le sol et qu'il se réveille. Donc la première chose à faire, c'est d'effeuiller les feuilles des tomates qui sont au niveau de la base du pied. C'est compliqué à faire au début, parce que votre pied de tomate, s'il fait ça de haut et que vous l'enterrez de ça, il ne reste pas grand chose. Donc soyez vigilant quand vous arrosez, bien arroser au pied, et dès que votre plant fait 50 cm, vous pouvez commencer à remonter, et ainsi de suite. Même principe quand vous allez planter vos tomates, veillez à garder un espacement assez conséquent. Et si vous ne pouvez pas, ne montez pas sur deux gourmands, laissez juste une seule tige principale, histoire que ça ne devienne pas une espèce de petite forêt et que si un pied chope le mildiou, vous ayez tout à arracher. Donc ça c'est pour le côté préventif au niveau, on va dire, intervention physique. Chose importante quand vous utilisez votre sécateur, moi je le fais pas et j'ai tort, mais théoriquement il faudrait toujours avoir je sais pas, un petit coton imbibé d'alcool ou autre chose pour justement désinfecter le sécateur entre chaque pied. C'est compliqué quand on jardine de toujours avoir ça, ça fait pas mal de manutention, mais alors si c'est juste quand vous faites vos petites coupes de prévention, c'est pas grave, mais par contre si vous êtes en curatif à couper des plants ou des feuilles qui sont touchés, là surtout on désinfecte le sécateur entre chaque plant et même entre chaque coupe. Imaginons que la feuille du bas soit contaminée et pas celle du haut ou n'importe quoi, et que vous coupiez à deux endroits différents, on désinfecte à chaque fois et ce qu'on va prélever, on va le mettre loin et le brûler et pas le mettre au composteur. Parce que sinon votre compost sera contaminé par des spores de mildiou. Donc ma routine, de l'effeuillage, avoir un maximum d'espace. Et moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai traité en prévention. J'ai voulu, je vois autour de chez moi, c'est que des anciens, donc eux c'est bouilli, donc c'est bouillie bordelaise, donc c'est du cuivre. C'est validé en bio, mais moi je dirais pas que ça me faisait peur, mais je me suis dit tiens on va essayer de trouver. Il y en a qui crachent sur la bouillie bordelaise, moi pas du tout, hein, si vraiment le temps devenait cata et que c'était vraiment très très propice, j'hésiterais pas à utiliser un petit peu de bouillie bordelaise. Il faut rester modéré dans tout, hein, modéré dans la permaculture, modéré dans le bio, et de toute façon c'est validé en bio. Mais je vous en parlerai juste après pour le problème du cuivre. Alors c'est le meilleur, c'est le plus efficace, hein, ça on est d'accord. Mais moi ce que j'ai trouvé c'est des purins. Purin, qu'est-ce que le purin? En fait le purin c'est un macérat, vous allez faire macérer la feuille d'ortie. Alors c'est le purin le plus connu, l'ortie, mais vous pouvez faire ça avec de la consoude, de la prêle, de la fougère et de l'ortie. C'est 4 purins qui ont 4 propriétés différentes. Pour faire un purin, c'est tout simple. Alors je voulais aller cueillir des orties, il n'y en avait plus, les gars de la mairie étaient passés, ils avaient tout coupé. Vous prenez un seau de 10 litres, un seau fermé, hein, parce que j'ai pris un seau ouvert, j'ai pas mon seau ouvert, je crois qu'il est occupé. Vous prenez un seau, vous récupérez un bon tas de feuilles, que ce soit de consoude, fougère, ortie, prêle. Par chez moi j'ai que de l'ortie malheureusement. Vous remplissez à ras-bord de ces feuilles.
En général, un truc comme ça de 10 litres, si vous remplissez à ras-bord sans trop tasser, ça fait 1 kg de feuilles. Ça tombe bien parce que pour 10 litres de purin, on va avoir besoin d'un kilo de feuilles. Vous remplissez, vous mettez à ras-bord d'eau, vous couvrez avec une planche ou ce que vous pouvez, histoire qu'il n'y ait pas n'importe quoi qui aille dedans ou que votre chien n'aille pas mettre son nez et qui s'intoxique. Et tous les jours, vous allez venir touiller pendant 10-15 jours. Et à partir du moment où il n'y a plus de bulles qui remontent, votre purin il est prêt, vous filtrez et vous obtenez une solution qu'il va falloir dissoudre en fonction de son utilisation. Donc moi j'ai pas fait ça parce que je trouvais ça, le purin d'ortie c'est plein d'azote donc c'est très bien, mais il fallait, j'ai vu ça sur une autre vidéo de la ferme de Cagnols où il interviewait un agriculteur qui était bio perma, et lui il alternait, il faisait une fois consoude, une fois fougère, une fois ortie, une fois prêle et ainsi de suite, et il faisait ça genre tous les 3 jours. Et je me suis dit bah moi j'ai pas de prêle, j'ai rien, donc j'ai été voir sur internet, j'ai trouvé donc cette sélection de purin où il y a à la fois ortie, prêle, consoude et fougère, et qui se fait en traitement foliaire. Traitement foliaire, c'est-à-dire on va le mettre en spray, soit avec ces petits trucs, ou alors carrément avec le gros, à diluer à 10% et à faire toutes les semaines. Si je vous détaille, le purin de consoude, il fertilise et il stimule. 1 kg pour 10 litres si vous voulez faire votre purin vous-même. Le purin de fougère, il est à la fois insecticide et répulsif. 1 kg pour 10 litres aussi. L'ortie, il fertilise, il est plein d'azote, il stimule et il est aussi insectifuge. Insectifuge, c'est-à-dire qu'il va repousser les insectes. Et le purin de prêle, c'est celui qui nous intéresse le plus. Lui, il est fongicide. Fongicide, fungus, champignon. Donc, celui qui nous intéresse le plus au niveau du traitement des champignons, c'est le purin de prêle. Donc moi c'est ce que j'ai utilisé. C'est difficile de dire si c'est efficace ou pas vu que c'est de la prévention, mais pour l'instant j'ai pas de mildiou, j'ai des pieds qui se portent super bien. Donc on va dire que si c'est pas négatif, c'est peut-être positif. Et ça je le fais une fois par semaine. Une fois par semaine, je prépare mes 5 litres, voire même mes 6 litres de pulvérisation, et je le fais patate, je le fais sur tous les plants, je le fais même sur mes rosiers et sur d'autres trucs. Ça se pulvérise partout. Vous pouvez aussi l'utiliser en arrosage, c'est juste que la dilution est moins importante. Donc voilà, je résume. Pour le préventif, effeuillage, espace et purin en aspersion. Ça c'est pour le mildiou. Si vraiment vous avez une grosse attaque de mildiou, on coupe les parties contaminées, on les jette au loin, on les brûle, on les met surtout pas au compost, enfin vous les dégagez. S'il faut arracher le pied, vous arrachez le pied. Et si vous êtes vraiment en panique, vous sortez la bouillie bordelaise. Alors le problème de la bouillie bordelaise, le cuivre, c'est naturel, il n'y a pas de souci, il y en a dans le sol, mais pas en quantité importante. Je sais que l'année dernière, par exemple, c'était une année à mildiou. Alors moi j'ai perdu pas mal de pieds, et en plus j'avais pas de bouillie, c'était ma première année, j'avais fait un tout petit potager, j'avais 8 pieds de tomates. Mais si j'ai calculé par rapport aux pluies, si j'avais dû utiliser de la bouillie bordelaise, j'en aurais mis au moins 10 fois dans la saison. Tout simplement parce que la bouillie bordelaise, dès qu'il y a plus de 10 mm de pluie, il faut réasperger. C'est vraiment, il faut couvrir le pied doit être tout bleu. Et en gros, dès qu'il pleut 10 mm, donc une bonne pluie, vous devez réasperger derrière. Et l'année dernière, il a fait que pleuvoir. Donc si vous voulez que la bouillie bordelaise soit efficace, il faut constamment en remettre si vous êtes en période sur un été pluvieux. Et honnêtement, 10 fois de la bouillie bordelaise sur une saison,
l'état du sol, pas terrible. Donc au final, ça a ses limites aussi, c'est efficace, mais quoi qu'il arrive, si vous avez un été comme 2021, ça va être galère, on va tous galérer. Là pour l'instant, ça va, mais donc voilà pour les limites de la bouillie bordelaise, c'est pas un produit, c'est pas le produit du diable, mais il faut savoir que ça peut être nocif selon son utilisation. Concernant l'oïdium, donc le champignon de l'oïdium, lui, il est comment dire, il est réactif au soufre et au bicarbonate de potassium. Attention, pas le bicarbonate ménager que vous utilisez, le bicarbonate de potassium, c'est un autre bicarbonate. Mais il est aussi réactif, donc il craint le lait. Et ça, c'est beaucoup plus accessible pour nous. En fait, le lait, ça a des propriétés antifongiques et ça neutralise l'acidité. Et l'oïdium a tendance à avoir besoin d'un milieu acide pour se développer. L'avantage du lait, c'est que c'est totalement inoffensif si c'est bien dilué. Donc en gros, vous allez le diluer à entre 10 et 20%, c'est-à-dire que pour 5 litres, vous allez mettre entre 50 et 100 centilitres. Et après, en dispersion, enfin en arrosage, pas en arrosage, vous allez utiliser le spray en vaporisation sur toutes les feuilles. Et ça, vous pouvez le faire plusieurs fois par jour jusqu'à ce que l'oïdium disparaisse. Ça, c'est plutôt efficace, donc c'est plutôt cool, ça coûte pas cher. Faites ça avec du lait écrémé ou demi-écrémé, surtout pas du lait entier parce que vous allez vous retrouver avec un dépôt assez dégueulasse sur vos feuilles et que potentiellement ça peut attirer des petites bestioles parce que ça reste. Moi je sais que Coco, dès que je mets le lait, il est comme ça, il vient laper les feuilles, donc voilà, c'est pas non plus très sympa d'avoir son chien qui lèche les feuilles des courgettes. Voilà. Pareil, c'est en préventif. Dès que vous voyez les petites taches, ça reste du curatif, mais dès que vous voyez les petites taches, n'attendez pas que vos feuilles soient couvertes de blanc. Allez-y 2, 3, 4 fois par semaine s'il faut, jusqu'à ce que ça disparaisse. Mais sinon, gentiment, en préventif, 1 à 2 fois par semaine si vous n'êtes pas trop atteint. Pareil que pour les purins qui traitent aussi les courgettes. Avec les purins, vous pouvez le faire partout. Il n'y a pas de souci, ça renforce aussi vos pieds vu que qu'on soude, tout ça c'est que du bon. Alors pour les purins, clairement, si vous allez sur le net, vous allez voir pas mal d'études qui disent que l'efficacité n'est pas prouvée. La non-efficacité non plus, mais voilà. Moi j'ai décidé d'utiliser ça, on verra, on fera le bilan en fin d'année. Je pourrais pas vous dire que c'était efficace, mais je pourrais vous dire si mes plants ont été malades ou pas. Ça dépendra de la saison. On a fait le tour de tout ça. J'espère que vous avez appris. Ah si, le lait. Une petite que j'ai appris, que j'ai trouvé ça marrant. Le lait pour les courges. J'ai appris que ils utilisaient ça pour engraisser les potirons, les potimarrons, les courges. Donc en gros, cette fois-ci, c'est avec du lait écrémé. Ils font ça beaucoup pour les périodes d'Halloween pour avoir des potirons assez conséquents. Et en gros, vous arrosez le pied de vos courges ou de vos potirons avec un demi-litre à 1 litre de lait écrémé et ça va régulièrement, et ça va les faire apparemment énormément grossir. Donc si vous voulez des gros potirons, lait écrémé. Alors, petite alternative justement à la bouillie bordelaise, si vraiment vous êtes réfractaire à mettre du cuivre dans votre sol, ce que je comprends tout à fait, ça va être les bons vieux remèdes de grand-mère. On a tous un peu de bicarbonate de soude à la maison et on a tous un peu de savon noir. En gros, le bicarbonate de soude est bien connu pour être un excellent fongicide, donc il va éliminer les champignons. Mais ce bicarbonate, il va falloir le fixer sur la feuille quand on va le traiter
en aspersion foliaire, donc directement sur la feuille avec le pulvérisateur. Donc c'est le savon noir qui a d'autres propriétés que ça, mais là il va particulièrement nous servir d'un point de vue mécanique. Il va nous servir à fixer justement le bicarbonate dissous dans l'eau et justement à optimiser cet effet fongicide directement sur la feuille ou sur le pied ou sur le fruit. Au niveau des doses, différentes écoles, j'ai essayé de faire entre les deux. Il y en a qui préconisent 1 cuillère à café de bicarbonate de soude plus 1 cuillère à café de savon noir par litre. Il y en a qui parlent d'1 cuillère à soupe. Mettez entre les deux. De toute façon, il y en a qui parlent même de beaucoup plus. Si vous voulez pouvoir faire des traitements réguliers, on va dire 1 à 2 cuillères à café de chaque par litre de solution à pulvériser. Et vous pouvez pulvériser ça régulièrement en préventif ou en curatif si vraiment vous voyez que c'est cata. Et il n'y aura pas trop de soucis. Attention quand même aux fleurs, forcément. Tous ces traitements, même le cuivre, c'est jamais très bon pour la pollinisation et pour les fleurs. Mais c'est compliqué de ne pas asperger les fleurs. Mais voilà, attention. Après, il vaut mieux détruire quelques fleurs, enfin abîmer quelques fleurs et avoir un pied qui va en refaire plutôt que de ne rien faire et tout laisser crever. Donc voilà la petite méthode alternative au cuivre et qui est totalement complémentaire des purins. Donc voilà. J'espère que vous avez appris quelques trucs. J'ai essayé de glisser quelques infos. Sur ce, je vous dis à très vite et sans mildiou et avec très peu d'oïdium. Salut!